touch. Alors bonjour. Aujourd'hui, pour vous parler de la French Touch, je ne suis pas venue toute seule, mais accompagnée. Et je suis venue accompagnée de mon bishop. Le bishop a un nom anglo-saxon, mais la French Touch aussi. Et c'est normal. Parce que la French Touch, comme le bishop, sont des made in France qui s'exportent. Et si je vous en parle, c'est que ce bishop a jalonné ma carrière et incarne pour moi cette French Touch depuis sa naissance en 1999. Alors c'est en France qu'il a été conçu et fabriqué, il y a donc plus de 20 ans, et c'est à New York qu'il a vu le jour. Enfin, je dirais plutôt la nuit, parce que je l'ai dessiné pour un nightclub à New York, donc, et on m'en avait confié l'aménagement et la décoration, et l'endroit s'appelait le APT. Alors, au début, il était au format d'un tabouret haut, et un tabouret de bar haut, et en bois tourné. Et si j'ai pensé à dessiner ce tabouret de bar, c'est parce que je cherchais quelque chose qui n'existait pas. Un tabouret sculptural, et qui en quantité, dans un espace, ressemblerait plutôt à un jeu d'échecs plutôt qu'une forêt de pieds. Alors je me suis inspirée du fou, de l'échiquier, vous savez, cette pièce qui emprunte plutôt la diagonale que la ligne droite. Et quand je dessine des lieux, j'ai pour habitude d'éditer les pièces de mobilier qui me semblent pouvoir avoir une autre vie pour lesquelles elles ont été dessinées. Et avec le bishop, c'était une sorte d'évidence parce que elle a cette qualité graphique. Mais un tabouret de bar, c'était une fonction trop spécifique. Il fallait donc créer une version plus éclectique, c'est-à-dire plus basse, un peu dans ces proportions-là, à mi-chemin entre le tabouret et la table d'appoint, et pourquoi pas les deux. Alors j'ai commencé à l'éditer en bois tourné, mais se posait ce problème de matériaux, parce que la technique du bois tourné, c'est une double complexité. Il faut un bois massif très sec, sinon il risque de se fendre, et puis peu d'ateliers la fabriquent, ce qui entraîne bien sûr des coûts de production très élevés. Il fallait donc trouver une autre idée, et c'est à l'occasion d'un projet d'hôtel à Mexico City que l'idée m'est venue de travailler la céramique, une matière à la fois fraîche au toucher et chaleureuse dans son aspect. Et c'est là que notre ami de la French Touch a évolué. Me voici donc à la recherche d'un fabricant français capable de fabriquer de la céramique. Alors au premier coup d'œil, ça paraît simple, sauf qu'un bishop a beau avoir une forme parfaitement symétrique, c'est autrement plus compliqué qu'une théière ou qu'un vase. J'ai fini par rencontrer Denis Patak, qui était à la fois ingénieur et à la fois céramiste. Mais sa société produisait principalement des carrelages de métro et des articles funéraires. Et j'ai réussi à le convaincre de s'investir un peu dans le design français. Et il a fini par être emballé par le projet. Ensemble, on a cherché comment fabriquer le bishop, ce qui a nécessité un vrai travail d'ajustement et de développement. On a remodifié les proportions, on a élargi cette partie-là, élargi la base, et puis on a fait un plâtre, une matrice, et au fil des différents tests et des ajustements, on a réussi donc à faire un moule, puis le travail du démoulage. Il faut savoir que quand la pièce sort, c'est comme du chocolat mou, donc c'est compliqué. Donc ça peut s'affaisser, ça aussi. Donc on a construit, on a fait un outillage particulier pour que cette pièce puisse être réalisée. Et à la fin, c'est sorti à peu près dans ces proportions-là, et c'est une de mes premières pièces de mobilier en céramique, et qui a ensuite inspiré beaucoup d'autres designers à faire des petites pièces de mobilier en céramique. Alors le succès a été immédiat et il n'a pas cessé depuis. Il est entré dans la collection du Musée des Arts Décoratifs en 2017. Il a fait la couve de M. Le Monde il y a quelques semaines, comme un objet de convoitise. Moi, j'étais assez fière. Et il se décline en une vingtaine de couleurs. Et puis, il a eu
Il a plein d'accessoires, le Bishop, parce que c'est comme un ami de la famille. Donc on a un surplateau qui s'appelle le complément d'objet direct, le COD qu'on vient mettre et qui se transforme en table d'appoint. Il y a le plateau Peanut qui en prend deux. Il y a le Baby Bishop en version toute petite. Et il existe aussi dans plein d'autres matières. Mais la dernière version que vous voyez ici est née de ma rencontre avec Martin Pietri, qui venait de reprendre les émaux de Longwy, qui sont cette manufacture dans l'Est de la France. Il l'a reprise avec l'idée de la moderniser. Les émaux de Longwy ont un savoir-faire extraordinaire. Ça s'appelle le cloisonné. C'est une technique ancestrale qui existe aussi en Chine et en Perse, comme moi. Et avec Martin, on a travaillé à la réalisation d'une version en utilisant des motifs de leur patrimoine. Et ici, c'est le prima donna. Et donc, ce sont des modèles en édition limitée. Et je l'ai appliqué en all-over sur ce Bishop. Ça permet de rajeunir cette technique et aussi de créer un objet extrêmement identitaire et unique. Alors, moi, je trouve que ça, c'est pas la French Touch, c'est la double French Touch. Et je trouve que c'est mieux que... c'est en fait ce qui pourrait être un peu l'avenir du design français. C'est un dessin, une production, c'est un savoir-faire. Voilà, ça englobe un peu tout ça. Mais ça, c'est pour la belle histoire du Bishop et de la French Touch. Mais elle a connu un passage moins réjouissant. Je vous l'avais épargné jusqu'à présent, mais pour ne pas plomber le récit. Alors, mais quand même, ça révèle aussi la French Touch, et donc vous n'y couperez pas. Alors, le problème concerne la fabrication du Bishop, évidemment, et il impose un petit retour en arrière, car il ne date pas exactement d'hier, mais du jour où Denis Patak, le fabricant originel de ce Bishop, a décidé de prendre sa retraite il y a 3 ans et s'est posé la question de la transmission. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je me suis posé la question de savoir si je reprenais pas cette structure, mais c'est un autre métier et j'en fais déjà beaucoup. Alors, il trouve un repreneur qui est un ancien d'école Boulle, mais pas céramiste. Et donc, il a dû s'adapter, se former. Il a le plus grand mal à reconstituer une équipe située dans un bassin d'emploi peu porteur. Et évidemment, ils n'arrivent pas à produire toutes les couleurs. Enfin, j'ai eu que des problèmes comme ça. Tout ça au moment où les demandes n'arrêtaient pas d'affluer. Donc, j'ai dû faire face à une évidence. Même si cet atelier déménage dans un autre secteur, il ne peut pas répondre tout seul à toutes les demandes, à toutes mes demandes de production. Donc, je décide de diversifier ma production. Et je trouve un deuxième fabricant. Et là aussi, je fais rebelote tout ce travail de mise au point et de développement. Et ça n'a pas été sans mal, et je continue toujours. Ça m'a pris plus d'1 an. Il m'a fallu beaucoup de persévérance, mais aujourd'hui, la production des Bishops fonctionne à peu près. J'ai deux jambes solides, mais pour autant, je n'arrive pas à produire suffisamment de Bishop pour faire face à la demande. La main-d'œuvre qualifiée reste très difficile à trouver, et j'ai encore de grandes difficultés à mettre la main sur de nouveaux fabricants et de nouveaux artisans pour s'associer à la production. Maintenir la French Touch Made in France est pour ces raisons devenu un vrai combat. Je me suis posé la question, est-ce que je n'irai pas fabriquer au Portugal? Est-ce que je n'irai pas fabriquer en Italie? Les coûts de production sont beaucoup moins élevés, peut-être 2 fois, 3 fois moins élevés. Mais je veux persister à croire que ce n'est pas normal. Et ce type de problème de production a forcément des incidences sur la création, parce que le Bishop n'existerait pas sans Denis Patak. Celui-ci n'existerait pas sans les émaux de Longwy et Martin Pietri. Et cette création se fait main dans la main avec l'artisan et son savoir-faire. Chaque année, des artisans partent à la retraite avec beaucoup de mal à trouver des successeurs et des repreneurs.
sans compter ceux qui déposent le bilan, comme un de mes tapissiers, Étienne, avec lequel j'adorais travailler. Et, ou encore Jérôme, qui était mon carcassier, qui a décidé d'abandonner parce qu'il n'avait plus la foi. Voilà. Donc cela entraîne non seulement une énorme perte d'énergie et de temps, mais surtout une perte de possibilités de création. Je dirais que la French Touch n'est pas seulement la French Tech, pas seulement les startups, c'est aussi tout un savoir-faire français qu'il est essentiel d'aider. Il est essentiel de les aider à trouver de la main-d'œuvre, mais aussi de transmettre l'œuvre de la main pour la préserver. Ce travail a été entamé beaucoup chez les artisans de la mode, mais il doit continuer dans d'autres secteurs dont vous l'aurez compris, le mien. Pour l'avenir de la French Touch, les artisans ont vraiment besoin d'un coup de main. Merci beaucoup.